Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler ski. On va débriefer les deux derniers jours de compétition sur ces championnats du monde du côté de Courchevel, Méribel pour le ski alpin, du côté d'Oberhof, du côté du biathlon. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. N'hésitez pas également, quand vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez aussi faire un super thanks, mais ça c'est si vous avez les moyens. Et puis vous pouvez également aller voir EPS 2.0, écouter EPS 2.0 sur Spotify. Voilà, on commence tout de suite. Alors vous devez vous dire, mais pourquoi il n'y a pas eu de vidéo hier, hein? C'est vrai que j'ai reçu des centaines de mails dans ma boîte de messagerie. Non, je déconne. Tout simplement parce que j'avais la crève, 39 de fièvre, donc autant vous dire que j'étais pas suffisamment concentré. J'ai vécu un long calvaire pendant l'épreuve par équipe de ski et l'épreuve de biathlon. Alors autant vous dire qu'aujourd'hui je suis encore pas au top, mais ça va quand même un petit peu mieux. Hier 39 de fièvre, non, j'avais les oreilles qui bourdonnaient, j'avais la tête comme un citron, donc c'est un peu compliqué pour vous présenter quelque chose et surtout avec un petit peu d'analyse, même si déjà l'analyse il n'y en aura pas beaucoup dans cette vidéo parce qu'encore une fois sur l'épreuve de l'individuel masculine et sur l'épreuve du par équipe, autant vous dire qu'à 39 de fièvre c'était un peu compliqué à regarder, surtout que j'avais les yeux qui étaient entièrement explosés, mais je peux vous dire bien que le biathlon juste avec les yeux fermés, vous comprenez très bien la course. Ça, c'est un conseil pour Yuan Ryu, parce que Yuan Ryu, t'as beau avoir les images, t'as beau avoir les commentaires de Yuan Ryu, tu comprends absolument rien à ce qui se passe à l'écran, alors qu'avec Anne-Sophie Bernardi, tu comprends, et Alexis Boeuf, tu comprends très bien ce qui se passe à l'écran. Même sans avoir les yeux en face des trous, comme c'était le cas pour moi hier. On commence tout de suite avec le biathlon. Hier, victoire de Johannes Beu, il n'y a vraiment aucune contestation possible pour Johannes Beu, 2 minutes pour rapide sur les skis. Voilà, donc là, il y a un moment, il n'y a pas grand chose à faire. Forcément, pourquoi 2 minutes? Vous pouvez vous dire c'est un écart qui est énorme, sauf que la piste était extrêmement compliquée, c'était de la soupe, et dans ce genre de conditions, vous avez déjà des skieurs qui ne supportent pas ça. Je pense à Tariebeu. Tariebeu n'a jamais été bon dans ces neiges-là un peu molles, il préfère plutôt les neiges très dures, Tariebeu. Et puis normalement dans ce genre de conditions, les concurrents qui sont les plus en forme physiquement sont souvent les plus rapides et souvent les écarts se creusent parce que le temps de course est souvent bien plus long dans ce genre de situation, et ça a été le cas pour Johannes Beu qui a fait des gros écarts, mais tout simplement, alors certes il y avait peut-être le bon fartage, mais il y avait surtout des bonnes jambes sur cette course. Kölfart dans ce genre de conditions a quand même moins d'intérêt que sur une piste dure, parce qu'il y a moins de glisse tout simplement. Pour que le Fart fonctionne, il faut quand même qu'il y ait un minimum de glisse. Là hier, il n'y avait quand même pas grand chose en termes de glisse, donc victoire de Johannes Beu. Seulement 2 erreurs avec un dernier tir debout qui était très solide, je trouve, de la part de Johannes Beu, contrairement au tir qu'il avait fait lors du sprint où c'était un peu les balles dans tous les sens. Là c'était bien plus intéressant, bien plus constructif ce qu'a fait Johannes Beu. Quand l'exceptionnel devient du classique presque. Parce que oui, il faudrait quand même pas négliger, pour l'instant il a tout le temps fini en tête de toutes les courses auxquelles il a participé lors de ces championnats du monde. Et ça, c'est quand même pas à sous-estimer la performance que réalise pour le moment Johannes Beu, même si la concurrence est peut-être pas au niveau qu'on a pu l'avoir lors des années précédentes. C'est peut-être aussi parce que Johannes Beu est plus fort que les années précédentes. Moi, je parierais plutôt là-dessus. Oui, il a été juste exceptionnel, mais il faut réaliser déjà un 18 sur 20 sur un individuel. Donc, très belle course. Derrière, sur la grid, une seule erreur, mais encore une fois on disait sur Lallagrid il fait une énorme saison, sauf qu'il est totalement dans l'ombre de Johannes Beu, c'est-à-dire que dans d'autres sélections il se serait retrouvé forcément avec tous les médias, s'il était allemand il aurait tous les médias avec lui, ça serait fantastique. Pas de peau, il est norvégien et il y a un ogre face à lui, et voilà, c'est comme moi, vous savez, sur Lallagrid il fait penser à Emil Svensson.
Emil Svensson, donc pour ceux qui n'ont pas connu, c'était un biathlète dans les années 2010, ou plutôt sur la première moitié des années 2010. Je pense qu'il a dû arrêter sa carrière genre en 2016-2017, Emil Svensson. Et il est tombé face à Martin Fourcade. Il est tombé face à Fourcade et ensuite face à Johannes Beu, et déjà avant il y avait Björn Dahlem. C'est-à-dire qu'il est tombé vraiment à une période, on pouvait difficilement faire pire pour ce mec-là. Et la grid, il est un peu dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'il y a Johannes Beu qui colle 1 minute à tout le monde, alors même s'il finit deuxième, il est un peu dans l'ombre de son coéquipier. Troisième, Sebastian Samuelsson. Les Suédois qui font des bons championnats du monde, on en parlera chez les filles parce que l'individuel a été très performant, mais c'est vrai que autant les courses avant les championnats du monde n'avaient pas été exceptionnelles, on se disait c'est un peu craignos, surtout quand on voyait le niveau de Ponsiluoma. Alors Ponsiluoma est toujours pas fantastique, mais Samuelsson a été performant sur cette course, donc belle troisième place, belle médaille de bronze sur Sebastian Samuelsson avec des Suédois qui sont présents lors de ce rendez-vous. Autant s'était planté l'année dernière lors des Jeux Olympiques, parce que ça avait été très compliqué du côté de Pékin pour les Suédois, autant là ça s'est plutôt bien passé pour le moment. Quatrième, Quentin Fillon-Maillet, un 19 sur 20, mais tu t'aperçois que au niveau des jambes, c'était quand même pas fantastique parce que 19 sur 20, il se prend quand même 20 secondes par Samuelsson, il se prend 21 secondes par la grid. Pour moi, en temps normal, Quentin Fillon-Maillet, c'est plus rapide que sur la grid. Donc ça montre bien que du côté de l'équipe de France, alors lui il a dit les skis n'avançaient pas, peut-être que les skis n'étaient pas fantastiques, mais comme l'a dit Émilien Jacquelin, lui il trouvait que d'autres équipes n'avaient pas non plus des skis sensationnels. Je pense que c'est surtout que les skis norvégiens et surtout les skis du Johannes Beu fonctionnaient bien sur lui. Et puis surtout du côté de Quentin Fillon-Maillet, j'ai l'impression qu'on est toujours sur le même problème, c'est-à-dire une préparation physique où on s'est un petit peu raté. C'est-à-dire que la préparation de la saison, je pense, n'a pas été réussie. On est arrivé en forme trop tôt, parce que Quentin Fillon-Maillet, Émilien Jacquelin étaient proches de Johannes Beu en mois de décembre. Et le problème, c'est que contrairement à Johannes Beu qui a progressé encore en janvier, nous, on a régressé en janvier. C'est là où les podiums se sont éloignés, c'est là où les potentielles victoires se sont éloignées. Parce que Quentin Fillon-Maillet en début de saison, certes, il n'était pas si rapide que ça sur les skis, mais il était quand même plus performant que ça, j'ai l'impression. Il était moins en galère. Et là, malgré un 19 sur 20, il est quand même à 20 secondes du podium. C'est-à-dire qu'il est quand même loin du podium en termes de temps. Certes, la place, il est 4e, mais en termes de temps, en fait, il est loin du podium. Donc c'est vrai que c'est une déception, je pense, pour Quentin. La piste aussi d'Oberhof est peut-être pas forcément la piste où on est le plus performant. Donc voilà, il y a peut-être pas que les skis à mettre en cause dans la performance de Quentin Fillon-Maillet, mais peut-être que aussi cette sortie en interview sur ses skis qui n'étaient pas performants, ça montre bien peut-être sa frustration par rapport à la saison 2023 où il n'est pas au niveau auquel il voulait être. Mais c'est pas toujours facile de gérer l'après Jeux Olympiques, surtout quand on a été titré, c'est-à-dire qu'on a atteint un objectif de carrière. Après derrière c'est parfois compliqué de se remettre dans le bain. Je pense notamment à Vincent Defrane qui a vécu son jour de gloire à Turin en 2006, un jour de février, et puis ensuite derrière, ça a été plus compliqué. Benedict Doll 5e, une seule erreur. Alors Benedict Doll il était bien plus rapide sur les sprints, sur le relais mixte aussi. Donc là, je pense que la gestion de course n'a pas été fameuse de la part de Benedict Doll. Niklas Hartweg, pas mal, avec un 19 sur 20. Belle perf du Suisse. Tarjei Bø, donc encore une fois, je l'ai dit, 18 sur 20, mais c'est vraiment un coureur qui n'aime pas cette neige-là. C'est vraiment quelque chose qu'il n'apprécie pas, parce que vous voyez que Tarjei Bø, en fait, il est dans les temps de Quentin Fillon-Maillet, mais sur une neige qu'il n'apprécie pas. Michael Krachmar, Philippe Navrat, 2 erreurs. C'est dommage, les 2 erreurs sur le coucher lui coûte très cher, mais c'est une erreur qui arrive souvent sur l'individuel, c'est-à-dire que on alterne coucher debout et c'est pas forcément naturel, surtout que maintenant on n'a plus beaucoup en fait d'individuels sur la saison. Donc c'est un type d'enchaînement qu'on n'est plus habitué à réaliser et c'est peut-être ce qui a posé problème à Navrat. Et puis Christiansen, encore 2 erreurs, 18 sur 20
Surtout un temps de ski pas fou de la part de Christensen. Donc voilà, ça n'a pas été une grande journée. Martin Pontiglioma, 4 erreurs, 11e. Un petit peu mieux sur le temps de ski, parce qu'avec 4 erreurs, il finit à moins de 4 minutes de Johannes Beu. Par contre, au niveau du tir, il n'a pas réglé la meilleure. Tichenko sans faute, 12e. Strello, 19 sur 20, 13e. Miskista, 14e. Et Strossheim, 47e. Du côté des autres Français, dans cette course, on descend, parce que ça a été un petit peu compliqué. Éric Perrault finit 32e, 18 sur 20. C'est plutôt une course solide. L'écart en temps est élevé, mais Éric Perrault, il n'a pas fait 100%, beaucoup d'individuels de 20 km dans sa carrière pour le moment. Donc je pense qu'il manque encore un petit peu de caisse sur cette distance. Fabien Claude, Emilien Jacquelin. Fabien Claude, 4 erreurs. Pas le même temps qu'Emilien Jacquelin, tous les deux 37e, mais deux courses assez différentes avec un Fabien Claude assez déçu de sa performance et un Emilien Jacquelin plutôt rassuré par son niveau, surtout par son tir. Il l'a bien signifié que le tir était mieux, malgré le fait qu'il y a 3 erreurs. Lui, il était plus à l'aise sur son tir, donc c'est plutôt intéressant. Il avait le sourire en interview, ça c'est toujours très intéressant. Et puis, il était même en interview assez longue sur la chaîne L'équipe, où il a dit, grosso modo, qu'il avait fait une erreur en début de saison de vouloir tout changer. C'est vrai qu'il nous avait dit ça en octobre-novembre, c'est-à-dire qu'il voulait changer sa manière de tirer, il voulait être plus posé dans sa manière de courir pour essayer d'être plus régulier. Sauf qu'il s'est aperçu que c'était une mauvaise idée parce qu'en fait, il ne sait pas faire ça et que c'est un peu contre nature. Et en biathlon, aller contre sa nature, c'est pas forcément l'idéal. Et puis Antonin Guigonard, 58e avec 6 fautes. Pas la journée du siècle pour Antonin Guigonard. Pourtant sur les skis pas mal, parce que il est à 8,08, en sachant que à 6 fautes tu finis pas la course à fond, parce que tu sais que ton résultat va pas être sensationnel. Donc voilà, 8,08, c'est pas si mal que ça pour Antonin Guigonard au niveau du temps de ski. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du tir, il est passé à côté. Puis Oscar Lombardo, 4 erreurs, 70e à 8,49. Là aussi, on est sur des concurrents. En Coupe d'Europe, on fait pas des 20 km. L'individuel est plus court. Donc il faut se préparer aussi à cette distance. 20 km, il faut avoir la caisse pour le faire. Et puis on voit qu'un Lombardo finit quand même devant un Lucas Hofer, devant David Zobel, par exemple. Donc il finit devant des mecs qui ont aussi qui se sont bien plantés lors de cette course. J'essaye de récupérer un petit peu mes cordes vocales pour vous parler de la course des filles, mais je sens qu'en fin de vidéo ça va être de plus en plus compliqué. Anna Heuberg qui s'impose, il fallait faire un 19 sur 20, c'était obligatoire aujourd'hui, et 20 sur 20 au 19 sur 20. Belle perf de Anna Heuberg, et puis on va pas dire que c'était presque un soulagement pour elle, mais c'est vrai que l'année dernière les Jeux Olympiques avaient quand même été vraiment terrible pour l'équipe de Suède. Ils étaient passés complètement à côté. Enfin voilà, il y a eu une énorme remise en question de la part de l'équipe de Suède. Il y a eu pas mal de changements en interne, notamment au niveau du staff. Et on voit que ça marche, parce que là, les performances de Anna Heuberg, et pourtant, encore une fois, un mois de janvier qui avait pourtant pas été si exceptionnel que ça, mais Anna Heuberg, elle est tout le temps là. C'est un peu la fille qu'on oublie de temps en temps, Anna Heuberg, mais elle est tout le temps là. Elle arrive toujours à être présente au niveau des résultats. Lynn Persson, deuxième. Elle, c'est la fille quand même qui est un peu la révélation de la saison. Ça avait commencé à hydrer. On l'avait vue super performante sur les courses. Je crois me souvenir qu'il y avait déjà un individuel, mais c'est un 10 km, je crois, ou un 12 km. C'était pas 15, l'individuel à hydrer, où elle avait déjà fait une super course. Voilà, très solide sur le tir. Alors sur les skis, ça va moins vite, mais sur le tir, c'est solide. Et 20 sur 20 à ce niveau-là. Belle perf. Lisa Vitozzi, 3ème. Lisa Vitozzi, 28 secondes de retard. Ça fait du bien pour Lisa Vitozzi. On en a parlé, mais c'est vrai que ce mois de janvier, c'est un peu la renaissance de Lisa Vitozzi, qui a eu elle aussi une année olympique catastrophique avec ses errances au niveau du tir couché, où il était capable parfois de faire 5 erreurs sur 5 tirs. Enfin voilà, on a eu des séquences, notamment aux Jeux Olympiques, où elle ne s'en sortait que sur les relais. C'est-à-dire qu'en individuel, il y a un moment, on la croyait perdue pour le biathlon. On se disait, mais cette fille-là, comment elle va réussir à revenir, vu le nombre d'erreurs qu'elle commettait. Eh bien voilà, elle est de retour depuis janvier, victoire en Coupe du Monde, 3ème place ici, ça fait du bien de la revoir aux avant-postes. Et puis avec Samuela Komola, il y a peut-être une potentialité de tenter quelque chose sur le relais
féminin pour les Italiennes. Il n'y a pas que les relais mixtes au final, peut-être pour les Italiennes. 4e place pour Comola avec un sans faute, 48 secondes, point 5. Sur les skis, ça allait moins vite. Mais il fallait déjà réussir un sans faute. Julia Simon, 5e, 3 erreurs. C'est frustrant parce qu'à 3 erreurs, tu t'aperçois qu'à 18 sur 20, elle est devant Vitozzi. Hein. Voilà, il y a une erreur de trop aujourd'hui pour Julia Simon. Cette balle, voilà, sur le debout, sur le dernier debout, elle fait mal pour Julia Simon, mais les jambes sont bonnes, donc ça c'est rassurant, c'est-à-dire que la forme continue à être là. Par contre, oui, pour Julia Simon, une erreur en trop, mais on voit quand même la forme sur les skis, parce qu'avec 3 erreurs, c'est-à-dire 2 de plus qu'Anna Heuberg, elle devrait être à 2 minutes, alors qu'elle est 40 secondes plus rapide que donc Anna Heuberg sur les temps de ski, ce qui est quand même assez sensationnel. Tom Ingas, 6e, l'Estonien, c'est un petit peu une surprise, juste devant Lou Jean Monod, 2 erreurs. Belle course de Lou Jean Monod, mais elle aussi elle était frustrée parce qu'elle se disait, avec une erreur de moins, elle est à 1,33, voilà, alors elle gagne pas beaucoup de place au niveau du classement, mais voilà, 18 sur 20, c'est moins bien que 19, c'est-à-dire au niveau mental, enfin c'est impensif ce que je viens de dire, mais je sais pas si vous comprenez l'idée, quand tu fais un 18 sur 20, tu te dis, ouais, j'ai quand même fait 2 erreurs. C'est comme quand tu ramènes un 16 sur 20 au lieu d'un 19 en rentrant de l'école. C'est un petit peu pareil pour Lou Jean Monod. C'est bien, elle a fait comme si elle avait fait 16 sur 20 à l'école, mais elle aurait préféré avoir un 19. Et tu sens qu'elle n'est pas passée loin du 19, mais elle a fait des erreurs. Et assez en plus où elle a fait des erreurs, peut-être. Donc c'est encore plus frustrant. Minkinen 8e, Heikki Gross 9, pourtant très mauvais début de relais, de course, avec notamment 2 fautes sur le premier debout. Ensuite, elle s'est bien rattrapé la Suissesse qui était en short et en t-shirt, tellement il faisait chaud quand même aujourd'hui. Et puis Marketa Davidova 10e avec 3 erreurs, qui était partie de SAR 2. Et on voit que voilà, encore une fois, 3 erreurs Davidova, elle se prend une 40 dans les dents par Julia Simon, donc c'est quand même pas à négliger. Tendrevol 11e, Anaïs Chevalier là aussi 16 sur 20, c'est frustrant parce que 3 minutes 14, c'est-à-dire que avec un 18 sur 20, elle avait les moyens de rentrer dans le top 10 et de faire quelque chose de mieux. Voilà, c'est pas passé. Sofia Schneider 13 sur 20, Zuduc 14, Dorothea Virer 15, dommage ce dernier debout, avec 3 erreurs. Elle n'a pas eu de chance sur le dernier debout, Virer, parce qu'il y avait pas mal de rafales de vent au moment où elle a tiré, puisque c'est vrai que vous vous dites 19 sur 20 sur un individuel, le pas de tir était très compliqué aujourd'hui, vraiment des conditions pas simples avec le vent. Autant la visibilité depuis, en ce début de deuxième semaine est très bonne, contrairement au brouillard, là il n'y a plus du tout de brouillard, par contre il y a pas mal de vent, et puis surtout la neige s'est énormément réchauffée, ce qui fait que c'est devenu un petit peu de la soupe. Denise Herrmann, elle finit également 15e, égalité de temps entre Dorothea Virer et Denise Herrmann. Du côté des autres françaises, Caroline Colombo 26e avec 3 fautes, c'est dommage. Là aussi, on a peut-être capacité avec un 18 sur 20 de faire quelque chose. Voilà, il y a peut-être une erreur en trop. Surtout que Caroline Colombo, encore une fois, c'est quand même la fille qui risque le plus de redescendre en IBU Cup à partir du moment où Justine Brezaz va revenir. Si Justine Brezaz retrouve son niveau, j'ai peur que c'est Caroline Colombo qui redescende en IBU Cup, parce qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Et puis Chloé Chevalier, 33e, avec 5 erreurs aujourd'hui. C'est dommage parce que là encore, en temps de ski, elle était dans les temps de l'in-person, tout simplement, Chloé Chevalier. Mais pour ça, il fallait faire un sans faute pour la française. Et puis Lisa Teresa Hauser, je ne sais plus combien elle a fini. Mais ça a été très compliqué comme Anna Weidel. Voilà, ça a été difficile pour elle. Voilà, ça s'est vraiment pas bien passé pour Anna Weidel. Voilà, 4 et de 6 et de 8 erreurs, donc 12 sur 20 seulement. Ça peut pas le faire. Et puis surtout 14 minutes 13, donc 8 sur 20, mais 12 sur 20, malgré tout, elle finit quand même 14 minutes, c'est-à-dire qu'elle se prend quand même 6 minutes dans la tête au niveau temps de ski. On passe du côté de Courchevel-Méribel. Hier, il y avait l'épreuve par équipe. Parallèle, alors je vais aller assez vite sur cette fin de vidéo sur les parallèles. Bon, déjà parce que il n'y a pas grand monde au départ. Deuxièmement, parce que cette épreuve m'énerve, parce que on n'arrive toujours pas à faire 2 pistes qui soient aussi rapides ou qui soient aussi performantes l'une que l'autre. Et je trouve que sur l'épreuve individuelle, ça truque le jeu. Parce que là, on voyait très bien qu'aujourd'hui, la piste bleue était bien plus rapide en bas.
Donc c'est vrai que si tu commençais piste rouge, bien tu pouvais perdre 5 dixièmes et tu pouvais presque en récupérer 3 ou 4 sur la piste bleue. C'est quand même problématique. Alors c'était quand même un peu moins le cas qu'à Cortina d'Ampezzo où là on avait des écarts qui étaient énormes. À Cortina, entre les deux pistes, voilà, c'était du n'importe quoi. Mais quand même, là, on avait encore des grosses différences de pistes. Alors, soit, si on n'est pas capable d'avoir un minimum d'équité dans cette épreuve, bon, on ne les fait pas. Mais si on veut la mettre au programme, si on veut pousser, la mettre en avant, c'est ce qu'essaye de faire la FIS depuis des années, faut quand même trouver la solution. Alors, la FIS qui essaye de pousser cette épreuve depuis des années, pour nous dire hier, grosso modo en interview sur France Télé, que peut-être que c'est la dernière édition, quoi. Putain, ça fait depuis 15 ans qu'ils essayent de nous foutre cette discipline-là. Ça fait depuis 10 ans avec ce format-là. On a toujours du mal à comprendre la FIS. En termes de direction artistique, c'est souvent un gros bordel. Donc les États-Unis qui se sont imposés, avec un très bon River Adamus notamment. Paula Molzan, Tommy Ford, Nina O'Brien, qui ont été performants. Face à la Norvège qui avait plutôt bien démarré avec Steen Olsen, le garçon, mais ils avaient trop de retard au départ de cette épreuve, et puis Timon Hogan a fait une Julien Liseroux au départ, donc c'est-à-dire qu'il a, il a fait une énorme galipette lors de son duel face à Tommy Ford, donc il n'a pas pu le gagner. Du côté de la médaille de bronze, c'est le Canada. Belle performance de la part des Canadiens qui font des beaux championnats du monde. On parlait de la Suède, le Canada c'est pareil. Du côté du ski alpin, ça marche plutôt bien avec Valérie Grenier. Énorme prise de risque pendant toutes ces manches. Valérie Grenier devant Jeffrey Reed, Britt Richardson et Rick Reed. Derrière donc l'Autriche 4e, décevant parce que ils avaient mis pourtant une équipe qui était pas mal, l'Autriche. En plus en faisant des sortes de qualifications en interne, ça n'a pas suffi. Puis parmi les éliminés en quart, la Suisse, l'Allemagne, la France, même, c'est ça qui est terrible avec cette épreuve, c'est que même l'équipe de France à domicile n'a pas mis ses stars. C'est-à-dire que même à domicile, on n'arrive pas à mettre les stars. Et ça, c'est quand même terrible. Que ce soit pour l'épreuve individuelle, mais également pour l'épreuve par équipe. C'est quand même qu'une Tessa Worley, par exemple, ne fasse pas cette épreuve. Ça la fout mal quand même du côté de l'équipe de France. Et puis à 8e, l'Italie. Mais même sur l'épreuve par équipe, tu vois, l'équipe que l'on a mis, c'est... Bon voilà. Alors Alban Elisi Canaferina, c'est le champion du monde junior, du géant. Mais bon, c'est quand même... C'est là où tu vois l'importance qu'ont les nations sur cette compétition. On poursuit avec l'épreuve masculine, victoire d'Alexander Schmidt qui a été impressionnant pendant toute la journée. Vraiment, tu sentais qu'il était... c'était un peu comme Johannes Bö, quoi. Il était une jambe au-dessus de tout le monde pendant les différentes courses. Deuxième, Dominique Rachner, devant le fameux Timon Hogan, le Norvégien, qui prend quand même une médaille de bronze en individuel. Je pense qu'il était très frustré de son épreuve individuelle. 4e, Adrian Pertol. Surprenant Pertol parce que en 8e, en quart, il passe vraiment bien. Et puis quand la piste s'est dégradée, lui il a eu du mal à s'en sortir. Alors après, là aussi c'est un énorme problème quand même dans cette épreuve. C'est qu'on s'aperçoit que c'est très compliqué d'avoir une piste qui tienne autant de passages de concurrents. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit bien que au bout du 10e, 15e passage, vous avez des marques qui se forment dans tous les sens, il y a des trous dans tous les sens, et ça aussi c'est pas normal qu'on fasse concourir les mecs dans ces conditions-là. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire les 8e et les qualifications en même temps et seulement faire quart, demi et finale, ce qui aurait peut-être moins endommagé la piste, parce que la piste en fin d'épreuve était quand même dans un état très difficile. Wittgenstadt éliminé en quart, comme Krasienk, comme Dalle Prandini, et puis Alexis Pinturo éliminé en 8e. Clément Noël lui avait été éliminé dès les qualifications. Elle n'avait pas fini son parcours alors qu'il était face à Alexis Pinturo. C'était un duel franco-français lors de ses qualifications. La surprise, c'est un River Adamus qui n'est pas passé, par exemple, ou Linus Strasser, parce qu'on les voyait un peu mieux que ça, ces deux concurrents-là.
Du côté des filles, victoire de Wiberg devant Holdener et Sternesund. Wiberg vraiment impressionnante parce que seulement 13e temps des qualifications, mais elle a fait vraiment une super course devant Andy Holdener et Sternesund. Sternesund, c'est dommage parce que face à Wiberg, je pense qu'elle est capable de gagner son duel en demi et elle perd. Et je pense qu'elle aura un peu de frustration, même si Wiberg gagne le titre. T'auras quand même un peu de frustration pour Sternesund. Marie Lamure, 4e. Bon, bah, là, elle perd le ski en petite finale dans un trou parce que vraiment, la piste était à ce moment-là dans un état assez lamentable. Mais sinon, elle a fait une super journée, Marie Lamure. C'est frustrant. Alors, peut-être pas pour elle, mais pour nous, c'est frustrant parce qu'on se dit la médaille était tellement près et voilà, c'est pas passé loin. Dommage également que dans sa première manche en petite finale, elle en met peut-être un peu trop par rapport à ce qu'elle avait fait auparavant, où elle skiait plutôt en sobriété, ce qui avait l'air plutôt de bien marcher. Lena Dour, Gritsch, Sarah Hector, qui a fait beaucoup trop d'erreurs, parce qu'on aurait pu la mettre quand même parmi les médaillables, mais beaucoup trop d'erreurs pendant ces différentes manches éliminées. En quart, Coralie Frassombé, éliminée en 8e, c'est dommage, comme Clara Direz et Estelle Alphand, qui n'a pas fini sa manche. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Moi, j'essaye de récupérer mes cordes vocales. Demain, on parlera du Super G et du sprint individuel du relais individuel mixte du côté du biathlon. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.